En fait, moi, j'ai démarré très jeune. J'ai perçu, j'ai eu l'intuition que j'étais inapte euh, à, à pouvoir démarrer ma vie euh, sans être accompagnée, aidée à pouvoir le faire. En fait, comme si je n'étais pas autorisée, comme si je n'avais pas les cartes pour pouvoir exister et que d'ailleurs je pensais que j'aurais jamais d'enfant. J'étais pas, je ne pouvais pas me projeter dans la vie. Donc très tôt, à l'âge de 20 ans, j'ai été tapée à la porte d'un professionnel, donc dans un premier temps chez un psychiatre, euh, pour dans l'espoir de pouvoir trouver une réponse. N'y connaissant rien, le psychiatre, c'était quand même un professionnel très rassurant dans mon idée parce que c'était un médecin, parce que c'était remboursé par la Sécu, etc. Donc, ce médecin m'a écouté chaque semaine. Donc, je ne sais pas ce qu'il pratiquait, est-ce que c'était de la thérapie, j'en sais rien, mais je le voyais toutes les semaines. Il m'a très rapidement donné des antidépresseurs, donc j'étais très très jeune, hein, j'avais pas tout à fait 21 ans. Et très vite, il m'a mis sous antidépresseur. Et toutes les semaines, j'allais lui raconter mes petites misères. Et il m'écoutait avec un œil très compatissant et en hochant de la tête et en reformulant chacune de mes fins de phrases avec un point d'interrogation pour m'inciter à aller plus loin. Donc, quelque part, c'était sans doute aidant parce que bah, j'avais un endroit chaque semaine où je pouvais m'épancher. Et voilà, pendant des années, j'ai fait ça. Et puis j'ai bien vu que ça ne me suffisait pas. Donc, je me suis dit, bon, bah alors, c'est pas un psychiatre qu'il me faut, c'est un psychologue. Donc, je suis allée ensuite chez une psychologue. De la même manière, chaque semaine, j'y suis allée pendant des années. Et de la même manière, je lui racontais mes misères et mon mal-être et mon incapacité à me sentir en vie. Et bah, de la même manière que le psychiatre, cette psychologue m'écoutait de manière extrêmement bienveillante et allait dans mon sens en me disant que oui, ce que je ressentais et toutes les méchantes choses que me faisaient subir les autres et le monde de manière plus globale, bah oui, c'était pas gentil et que j'avais vraiment pas de chance. Mais ça ne me permettait pas de faire autrement, en fait. Donc, je ne pouvais que être dans le constat de mon mal-être et du fait de me sentir maltraitée par la vie. Et donc, j'avais cet endroit chaque semaine où je pouvais aller et, euh, et déverser mes histoires et avoir quelqu'un en retour qui me confirmait qu'effectivement, j'avais pas de chance et que c'était bien triste. Mais à partir de là, je ne sortais pas de mon système et qui me confortait dans l'idée que j'étais vraiment une pauvre fille qui avait pas de chance. Et puis, lors d'une formation, tu sais, je m'étais formée au coaching et donc dans l'école de coaching où je suis allée, on m'a obligée, le protocole imposait un démarrage d'une nouvelle thérapie. Et on nous a présenté tout un tas de thérapies différentes et on m'a présenté en l'occurrence parmi d'autres l'approche de la Gestalt. Et j'ai trouvé que c'était formidable cette manière d'envisager la relation thérapeutique avec le psy comme terrain d'expérience de la relation. Et effectivement, j'ai travaillé pendant des années avec une psy dans le cadre de ce travail en Gestalt. Et ça a été très nouveau, ça m'a beaucoup aidé. C'était très intéressant de pouvoir expérimenter en direct les systèmes dans lesquels j'étais enfermée. Et du coup, voilà, c'était bien. Mais mes symptômes dépressifs et de boulimie ne disparaissaient pas du tout. Certains symptômes ont beaucoup bougé. Moi, je buguais. Voilà, dès que quelqu'un me parlait avec un peu d'assurance, dès que quelqu'un montrait des signes de désaccord avec moi, mon cerveau s'arrêtait.
j'avais comme un bug dans le cerveau qui me faisait devenir une coquille totalement vide avec plus du tout d'accès à mon cerveau. Ça a disparu. Mais néanmoins, tout le reste n'a pas disparu. Et puis, m'attachant aux symptômes de la boulimie, j'ai vu tes groupes, j'ai eu connaissance de tes groupes, et c'est comme ça que je suis venue jusqu'à toi en me disant que c'était mon dernier espoir, parce que avec la thérapie Gestalt, j'avais l'impression d'avoir quand même fait le tour de tout ce qui était possible, hein, psychiatre, psychologue, thérapeute Gestalt, et euh, et je suis venue à tes groupes. Et je t'avoue qu'au début, c'était extrêmement violent pour moi. Et, euh, et dans un premier temps, c'était très, très, très dur. Et je cherchais à comprendre quelle était ta stratégie. Je me rappelle que la première fois que tu m'as donné la parole, c'était en présentiel. Et on était, je sais pas, une trentaine. Et je sais plus quelle question tu m'as posée. Je t'ai répondu euh, et à l'occasion de ma réponse, je t'ai dit, bah, par exemple, ça fait 3 heures que j'ai très, très envie de faire pipi, mais je vois bien que les autres femmes, elles se lèvent, elles vont aux toilettes, elles reviennent. Mais moi, j'oserais jamais faire ça. C'est très mal élevé. Je peux pas, alors que quelqu'un est en train de parler de lui, moi, je peux pas me lever parce que ça voudrait dire que je m'en fous. Et du coup, j'en peux plus tellement j'ai envie de faire pipi, mais je vais pas y aller. Et, et là, tu m'as brusqué. Tu m'as dit, bah, tu sais ce que tu vas faire, tu vas te lever tout de suite. Donc pour moi, c'était horrible de me lever. Ouais, merci. Tu m'as dit, tu te lèves, tu vas aller devant chaque personne et tu vas dire à chacune, j'ai envie de faire pipi et j'y vais. Et tu m'as fait faire le tour de la pièce en allant dire à chaque personne que j'avais envie de faire pipi et que quoi qu'il en soit, eh ben, j'allais y aller. Et tu m'as dit, et en plus, tu vas leur dire à chacun qu'il va falloir qu'ils t'attendent, que tu vas aux toilettes et qu'il faut qu'ils t'attendent. C'était monstrueux. Et du coup, il a fallu que j'aille jusqu'aux toilettes, que je fasse pipi et que tout le monde m'attende, que personne ne parle jusqu'à mon retour. Et je me disais, mais c'est horrible. Et quand je suis revenue, tu m'as dit alors, et je sais plus ce que j'ai bafouillé, j'étais hyper mal, je devais être rouge écarlate. Et, euh, et tu me disais, j'entends rien. Redis, je comprends pas ce que tu dis. Parle plus fort. Oh, mais t'es chiante, hein, tu nous emmerdes là, hein, parle plus fort. Et je trouvais ça tellement violent et difficile. C'était vraiment très compliqué. Et je me disais, mais pourquoi elle fait ça? C'est méchant, moi, elle m'humilie. Et en fait, maintenant, avec le recul, c'est-à-dire, c'est comme si tu forçais le trait pour m'obliger à exister en manière XXXXXL, là où moi, je n'avais jamais osé exister. Moi, mon référentiel, c'était que comment je peux plaire à l'autre, comment je peux faire pour que l'autre m'aime. Donc, comment je peux le moins possible déranger l'autre et comment je peux être au service de la mise en lumière de l'autre, mais certainement pas de moi. Moi, mon existence n'était que dans l'idée de faire plaisir à l'autre et de lui apporter le plus de confort à lui, pas à moi. Et du coup, bah, inconsciemment, mon idée, c'était de pas exister moi, en fait. Mais du coup, cette disposition, de manière extrêmement contradictoire avec ce qu'on pourrait imaginer, c'est que finalement, cette disposition ne me faisait exister que de manière auto-centrée. Là où je croyais être que au service de l'autre, finalement, j'étais pas en lien avec l'autre. J'étais pas du tout en lien avec lui. Je n'étais que dans une espèce d'adaptation à ce qui me semblait être bon pour l'autre,
mais mon cœur n'était pas ouvert, ni à l'autre, ni à moi. Et du coup, ben, je ne sais pas très bien comment ça s'est opéré. Sûrement que toi, tu as le schéma de comment tu mets en place les choses. Mais progressivement, en fait, très contrairement à ce qui se passe en thérapie one-to-one, le fait de ne plus être égocentré, mais de voir les autres vivre, de voir comment tu interagis avec eux, de projeter sur eux quand je trouvais que tu étais brutal avec eux ou pas brutal, de voir leur réaction là où toi tu passes à autre chose, de voir quelqu'un qui est touché ou quelqu'un qui commence à vivre, qui commence à s'illuminer. En fait, c'est comme si progressivement, voir les autres me permettent de me voir moi. Voir l'impact de ton travail sur les autres, c'est comme si ça crée un miroir qui me permet de voir ce que moi j'aurais ressenti à leur place, comment moi j'aurais fait à leur place, du coup d'être touchée parce que je vois à quel point bah, parfois les interactions peuvent être difficiles ou agréables, mais de pas le vivre que sur moi, de le voir sur l'autre, bah, du coup, ça me renvoie effectivement à moi, mais ça me renvoie à l'autre. L'autre existe, puisque je le vois dans ses émotions, dans ses débordements de pleurs ou de colère. Et du coup, l'autre me parle de moi. Et du coup, ça me permet de mieux me comprendre, de mieux m'observer grâce à l'écran que j'ai par l'autre. Et ça me permet aussi de voir à quel point l'autre me ressemble, à quel point l'autre est un humain qui a ses propres difficultés, à quel point l'autre aussi existe. Avant, j'étais vraiment l'impression d'être tellement isolée et de voir tellement essayer de pas me noyer dans l'univers hostile que représentaient les autres, qu'en fait, pour moi, ils n'existaient pas à chacun individuellement. Ils faisaient partie d'une grande masse de l'univers hostile dans lequel je devais trouver un moyen de rester debout. Et maintenant, je vois que c'est plus une grande masse, cet extérieur. C'est des individus avec chacun leurs émotions, avec chacun leurs histoires de vie. Et en fait, du coup, maintenant, je vois chaque personne. Alors, oui, je ne sais pas très bien comment ça s'opère d'un point de vue thérapeutique, comment, j'ai pas les mots psy pour expliquer le processus. Moi, je l'explique avec des mots de la vie normale. Mais en tout cas, ce que je peux voir, c'est que ce que je peux ressentir pour les autres m'aide à voir pour moi, à sentir pour moi et, et à voir l'autre comme un vrai individu et aussi à me rendre compte que plus j'ose exister, donc si je reprends cet exemple de faire pipi, et ben plus je permets à l'autre d'exister aussi, presque narcissiquement, de pouvoir être inspirante finalement. Et, et du coup, non, se lever parce qu'on a envie de faire pipi, maintenant, je le vois pas comme quelque chose d'égoïste et de complètement malvenu et méchant pour l'autre, mais comme une manière de montrer à l'autre qu'on peut être intéressé par l'autre, mais on peut aussi ne pas s'oublier et autoriser l'autre à exister lui aussi. Puisque moi, j'existe, toi aussi, tu peux exister. Et oui, je suis un être humain, donc oui, bah, j'ai envie de faire pipi. Mais du coup, ça te donne l'occasion à toi aussi de t'autoriser à être toi aussi un être humain.
Enfin, je sais pas, c'est un peu, ça paraît peut-être un peu perché ce que je raconte, mais c'est comme si on m'a pas appris enfant, on m'a pas donné la possibilité tu vois, d'oser, d'oser parler, d'oser bouger, d'oser penser même. Bon, voilà, pour chacun pour des raisons différentes. Moi, en tout cas, chaque chose que je vivais me mettait en risque. Hein. Un regard me mettait en risque, une parole, un silence, une attitude, une non-attitude, tout me mettait en risque. Donc, en fait, ne serait-ce que bouger les yeux, c'était un risque. Et toi, tu m'as appris le contraire, qu'au contraire, plus j'osais être moi, et plus je peux être en lien. Et moins j'ai de risque d'être isolée. Et plus je suis en lien, tu vois, la semaine dernière, il y a eu un jour où j'ai commencé à sentir la crise arriver. J'ai commencé à sentir la crise arriver et j'ai failli lâcher et me dire, bon, allez, très bien, je vais me faire ma petite crise. Et là, j'ai un ami qui m'a envoyé un message. Il avait un problème et j'ai pu l'aider dans son problème. Je l'ai appelé, on a discuté, on a réfléchi ensemble, on a trouvé la solution. Puis finalement, on a fini par rigoler, à se faire des crises de fou rire, etc. Et j'ai raccroché. Et cet ami me dit toujours, oh là là, mais tu peux pas savoir comment tu m'aides dans ma vie. Et moi, je n'ai rien pour t'aider. J'ai l'impression qu'il y a que toi qui m'aides. Et, et en fait, je lui ai envoyé un message après en lui disant, eh ben, écoute, tu penses toujours que y a que moi qui t'aide et que toi tu m'aides pas, eh ben sache que le fait d'avoir été en lien avec toi et que tu m'appelles pour me parler de ton problème et que je me sens utile pour toi, j'ai pu la crise qui était quasi arrivée, eh ben elle n'est pas venue finalement. Donc ça prouve bien que quand on est en lien et quand on se sent vraiment lié à l'autre, ben la crise disparaît finalement. C'est magique. La solution, c'est le lien à l'autre. Voilà. Je sais pas, Catherine, si ça correspond à ce que tu attendais. Je sais pas si ça t'aide. C'est tellement magnifique que je testerai quand même la vidéo et je te l'enverrai, mais comme très floutée, pour que tu me dises si ça te convient ou pas, parce que c'est tellement intelligent ce que tu dis. C'était tellement beau. Ah, bah tant mieux. Je suis contente parce Si ça ne que te plaît pas, je ne le mettrai pas, je l'écrirai seulement, hein. Mais sinon, je tenterai de te l'envoyer. Je le mettrai sur YouTube en privé pour que tu puisses l'avoir en entier. Et comme ça, moi, ça me dérange pas qu'on me reconnaisse, Catherine. Je n'ai pas de problème avec ça. Si ce que je dis, si tu penses que ça peut éclairer des gens, les aider, y voir plus clair, moi, je suis ravie. moi, je pense que c'est brillant. Tu sais, j'ai retenu mon souffle. Je t'écoutais, je me suis dit, putain, comme c'est bon ce qu'elle dit. Tu vois, comme c'est vrai. Mais alors, le seul truc que je me dis, c'est que toi, tu fais partie des filles qui étaient un peu dans l'inhibition. Oui, c'est vrai. Et Il y a deux. dans les Oui, groupes, il y a des filles qui sont au contraire dans la provocation. oui. Donc, ces filles-là, quand elles entendront ton témoignage, elles vont se Elles dire, vont pas se reconnaître. je me serais levée pour faire pipi. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur les filles que tu as vues dans la provocation? Oui. En fait, j'ai vu que, bon, alors on a tous des histoires de vie très différentes, hein. J'ai vu que j'ai l'impression que majoritairement, les filles qui ont la même problématique que moi au niveau de l'alimentation, j'ai l'impression que la majorité, elles sont pas dans dans la même manière de vivre le problème. Beaucoup sont je sais pas si je peux dire agressivité, mais en tout cas dans une personnalité extrêmement vindicative, un petit peu au contraire, elles se mettent très en colère, elles sont volcaniques.
Alors, je sais pas, moi, je suis pas du tout là-dedans et j'ai l'impression qu'on est assez minoritaire à être très inhibé et à ne pas oser vivre. Mais finalement, ce que j'observe dans les groupes, c'est qu'on dit finalement toute la même chose. C'est que l'incapacité à exister avec l'autre, qu'il se traduise par une inhibition et une peur d'oser exister, ou au contraire par un excès de démonstration excessive de son envie d'exister, j'ai l'impression que finalement, ça repose sur les mêmes ressorts et que la réparation passe par la réparation passe par les mêmes méthodes de d'apprendre à exister avec l'autre, d'être touché par l'autre et et de ne pas renoncer à qui on est, au contraire, de se connecter à qui on est, mais aussi accorder à l'autre le droit d'être très différent, de penser complètement autre chose, d'avoir absolument pas les mêmes besoins. Parce que finalement, moi, j'étais très inhibée, mais j'étais extrêmement jugeante. Je m'adaptais à tout le monde. Et tout le monde était l'occasion de me faire souffrir, puisque moi, je considérais que l'autre était méchant. Méchant parce qu'il n'avait pas les mêmes besoins que moi, méchant parce qu'il ne sentait pas mes besoins et qu'il savait du coup pas du tout y répondre, alors que moi, j'attendais que ce soit l'autre qui réponde à mes besoins. Donc, en fait, finalement, que ce soit dans l'inhibition ou dans l'excès d'extraversion, j'ai l'impression que c'est pareil. Est-ce que ce que j'explique te parle? Ça va? Complètement, complètement, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu sais, c'est profond, c'est intelligent, c'est dit par quelqu'un qui sait ce qu'il dit, c'est magnifique, c'est magnifique. Je ne peux pas rêver mieux. Oh, bah, je suis contente, ma Catherine. Si ça te va, si ça t'aide à écrire ton article, c'est super. Tu sais, tu changes nos vies. Et même si au début, vraiment, je te jure que je comprenais pas ta technique et, et je, ça venait encore plus me conforter dans l'idée que j'avais pas de chance, que les gens étaient méchants, que même toi, tu étais méchante et que tu kiffais de me mettre en difficulté. Je me disais, mais c'est quoi cette sorte de gourou qui veut se faire mousser en m'humiliant comme ça? C'était vraiment dur, mais j'ai bien fait de te faire confiance. Les premiers groupes, je racontais à mes amis comme j'avais vécu les humiliations, tu vois, et elle me disait, mais enfin, Laure, Laure, mais n'y va plus, mais ça va pas, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, quand je disais, bah, moi, j'ose même pas me lever pour aller faire pipi, puis la thérapeute, elle me dit, quoi, mais on n'entend rien, mais parle plus fort, oh, tu nous fais chier, on n'entend rien, là, allez, redis les choses, plus fort, plus fort. Mais mes amis, elles me disaient, mais enfin, mais ça va pas, mais t'es sûre qu'elle est psy, qu'est-ce que c'est que ça? Mais aujourd'hui, je me dis, mais heureusement, que j'ai insisté et que j'ai une intuition qui m'a dit que tu savais ce que tu faisais, même si moi je voyais pas. Il faut te faire confiance. De toute façon, quand il n'y a rien d'autre qui marche, c'est sûr qu'un psy, les psys que je voyais avant, bah, ils me donnaient toujours raison. Ils me brusquaient pas comme ça. Mais du coup, comment j'aurais fait pour changer? Comment j'aurais fait? Tu vois là, on est en train de parler. Je suis en week-end chez des amis à Nice. Mais avant jamais, j'aurais décroché mon téléphone. Parce que comme je suis chez des amis à Nice, je ne me serais jamais autorisée à être là en conversation avec toi. Jamais. Parce que pour moi, c'est mal élevé. Là, j'ai mes amis qui sont chargés comme des bourriques avec toutes les courses. Mais jamais avant, j'aurais pris le temps d'être avec toi en ligne. Parce que c'est mal. C'est pas bien. Et ben maintenant, quand je suis avec mes amis, je suis vraiment avec mes amis, et ben là, j'ai envie d'être avec toi parce que je sais que c'est important pour toi
Et puis parce que je sais que ton travail, il sauve des vies, quoi. Donc, c'est important que je prenne le temps pour t'aider à, à expliquer à d'autres comment tu peux les aider. Et là, ce qui se passe là, alors que mes copines, elles sont chargées comme des mulets, ça prouve bien le changement. Ah ben je me dis pas, oh là là, mais elles vont trouver que je suis trop égoïste et que je suis méchante et je suis pas une bonne amie. Ben non, là, effectivement, je les aide pas à porter les courses. Mais dans 5 minutes, j'aurai raccroché avec toi et je serai pleinement avec elles. Et pareil, quand elle passe un coup de fil, avant, moi, quand j'étais avec mes amis et qu'il y en a une qui décrochait son téléphone, mais ça me choquait. Je me disais, mais elle est vraiment pas gênée. On est ensemble et elle est là avec son téléphone à parler à quelqu'un d'autre, mais enfin, et ben maintenant, ça ne me choque pas. C'est pas parce qu'elle répond à une conversation avec une autre amie, c'est pas pour ça que moi je compte moins pour elle. Voilà. Tu vois, je suis plus jugeante comme ça, ni pour moi, ni pour l'autre. Et puis en plus, comme ça, je porte pas les courses. Tu sais, j'étais avec ton témoignage, ça fait plusieurs jours que je voulais faire un article, et puis ça fait tout plusieurs jours que je me dis, oui, mais c'est pas suffisant parce que elle est en lien avec l'autre, mais est-ce qu'elle a fait d'autres trucs avant et ce que je veux prouver, moi, c'est que le groupe, c'est fondamental. C'est ça Oui, que je veux prouver, tu vois? C'est qu'il faut être non seulement en relation avec un psy, mais il faut être en relation avec les autres. oui, Et, et ce que je veux prouver aussi, c'est que la psychologie, c'est très bien pour les psys, parce que ça leur permet de savoir ce qu'ils font, mais pas oui, pour les gens. C'est la philosophie qui aide les gens, oui, tu vois? oui, C'est ça que je veux démontrer. Nous, les psys, c'est bien qu'on apprenne la psychologie, parce qu'on entend des choses, ou on comprend qu'on comprend rien, en tout cas, quand on c'est ça. comprend vraiment. Et c'est quand on est un bon psy, on comprend qu'on comprend rien. Mais vous, les demandeurs de psy, vous, il faut que vous appreniez à rentrer en contact avec l'autre d'une façon correcte, dans une philosophie éthique et réelle. Voilà ce Mm, que mm, je mm. voulais montrer, tu vois. Oui, d'ailleurs, j'ai pas dit dans le film, mais j'ai 53 ans. Tu vois, j'ai démarré les thérapies à 20 ans. Donc ça, c'est peut-être une info importante pour toi. C'est que j'ai quand même passé ma vie à sentir qu'il fallait que je trouve un moyen de survivre, de trouver un mode d'emploi pour oser exister. Et un peu plus, j'allais passer à côté de ma vie, tu vois. Et du coup, bah, j'ai mis du temps à aller, les psychiatres, les psychologues, les machins. Et finalement, le groupe, c'est vraiment apprendre à exister avec l'autre. Ouais. Et je Et dans pense, la vie, au quotidien, c'est ça, c'est l'interaction à l'autre qui crée notre quotidien et la manière dont on se sent.